En fait, même sur l'équation limite, ça les gèle. Donc, quand vous mettez des termes d'ordre 1, en fait, c'est donc une remarque pour conclure. C'est que dans sigma epsilon, j'avais regardé des équations qui pouvaient dépendre de x. Éventuellement, on a du x sur epsilon qui conduit à une équation effective, enfin pour déterminer les conditions limites effectives qui dépend de x. Ici, je peux avoir un du epsilon et un d2u epsilon. Donc, eh bien, les équations sur les branches que l'on va avoir, ça sera simplement, effectivement, le FI, FI étant ce qui se passe dans la branche dès que xi est supérieur à epsilon, c'est un FI de x, éventuellement de 0, de du. Donc le x sur epsilon, c'est le i, d de du, et puis ici, uxi 0 et uxi. Donc voilà l'équation que l'on récupère, et c'est la même démonstration. Vous voyez que la difficulté, c'est toujours le fait que le maximum puisse être atteint au bord. On vire le fait que le maximum soit atteint au bord par cette perturbation. Ici, les dérivés en y, c'est d'ordre delta qui tend vers 0, et puis là, c'est le même argument que précédemment. Bon, donc ça rajouter des termes d'ordre 1, ça ne pose pas de problème. Maintenant, reste donc des équations d'Hamilton-Jacobi du premier ordre, où on peut penser que si on pense à toujours ce type de jonction, on va avoir dans chacune des branches, tiens, maintenant je les oriente comme ceci, non, je vais vraiment les orienter comme cela, donc mes xi, donc sur chacune des droites xi négatif, on va avoir une équation hi de xi de du sur dxi plus u égale à 0. On va demander à ce que u soit toujours continu sur sigma, et sigma étant la réunion de ces demi-droites qui se croisent en 0. Et on va supposer, par exemple, que hi de xi et de z tendent vers, par exemple, plus l'infini, si z tend vers plus l'infini en valeur absolue, uniformément en xi. En fait, ce qui est vraiment important de supposer, c'est xi égale à 0. C'est en 0 que ça compte. Ailleurs, ça n'a pas d'importance. Donc, uniformément en xi partout, uniformément pour xi proche de 0, ou même simplement en xi égale à 0, c'est vraiment ça qui compte. Enfin, bon, peu importe. De toute façon, grâce à des continuités, si on le sait en 0, on aura des informations de Lipschitz dans un petit voisinage automatiquement, donc grâce à la continuité. Enfin bon, bref, il y a tout un travail qui est peut-être fait sans trop de difficultés. Alors donc, évidemment, dans le cas, comme précédemment, dans le cas k égale à 2, cela contient le cas d'une interface, donc là je fais que les histoires en dimension 1, l'interface que je peux replier ici ou faire descendre comme cela pour que ça ressemble plus à une jonction, avec deux Hamiltoniens de chacun des côtés. Alors, lorsque j'ai juste deux, une approximation de ce problème-là peut être par simple régularisation du saut des équations. De manière plus globale,
on a vu que ce processus de régularisation, cela pouvait être fait dans le cas d'une jonction quelconque, en disant que l'équation sur un domaine d'ordre epsilon, que l'équation dépend de x sur epsilon, et le x sur epsilon était ce qui décrit la régularisation de la discontinuité. Bon. Donc, ce cadre de régularisation est pris en compte dans le dessin qui est toujours là-bas, non, qui a été effacé, qui consiste à dire je peux essayer de partir d'une certaine équation x du epsilon plus u epsilon égale à 0 dans sigma epsilon. Je peux avoir, remarque, je peux avoir x sur epsilon du epsilon pour gérer pour les sauts entre les HI. Et maintenant, la nouveauté, c'est donc, je vais quand même refaire le dessin. La nouveauté, c'est sur les conditions aux limites. La nouveauté, c'est qu'effectivement, comme précédemment, je peux par exemple dire du epsilon sur dn égale à 0, ou je peux parler de contrainte d'état. Donc ça, c'est une spécificité d'équation du premier ordre. Donc contrainte d'état, c'est dire que c'est une sursolution de viscosité sur sigma epsilon sur d sigma epsilon. En d'autres termes, je peux prendre un point de minimum de u epsilon moins une fonction test qui est à l'intérieur ou sur le bord, et j'écris toujours la même inégalité de viscosité, de solution de viscosité. Bon, alors, ça c'est l'analogue, donc c'est l'analogue de ce que l'on a fait jusqu'à présent, mais il faut que je rembobine un tout petit peu, en vous rappelant que la première chose que l'on a faite, ça a été de dire, et ça c'est toujours vrai, que dans le cas du deuxième ordre, une fois que l'on connaît la valeur en zéro, on connaît la solution. Et plus spécifiquement, quelle que soit la valeur en zéro, on a une unique solution sur chacune des demi-droites qui vaut cette valeur en zéro dans le cas du deuxième ordre elliptique. Donc, il y a un catalogue possible, même s'il cache la difficulté. Il cache la difficulté parce que, bien entendu, en général, on ne connaît pas la valeur en zéro, et là, évidemment, on n'a aucune idée de ce que sera la valeur en zéro. C'est de manière très indirecte, ça doit découler de beaucoup d'autres choses. Donc, en principe, on peut classifier les solutions de manière théorique, puisque en général ça ne sert absolument à rien, par la valeur en zéro. Dans le cas uniformément elliptique, quelle que soit la valeur en zéro, on peut trouver une solution. Ce n'est plus le cas pour des équations du premier ordre. Alors, donc, première étape,
premier point, c'est le catalogue en zéro, le catalogue. Puis après, la deuxième étape, c'est de dire, au fond, ah oui, il y avait une autre remarque ici. Donc cette remarque, c'était qu'ici, on pouvait introduire, pour gérer les discontinuités, un x sur epsilon, mais aussi, on peut avoir, en même temps que l'on approche, un moins epsilon laplacien. Que l'on comprenne bien dans chacune des équations, ou un terme du deuxième ordre, par exemple. Comprenons-nous bien. Si on met ici quelque chose qui est plus petit que epsilon, en fait, ce terme supplémentaire de régularisation, on ne le voit pas. Si on met qui est plus grand que epsilon, donc si vous mettez epsilon carré, ça ne sert à rien de le rajouter, ça ne change rien à ce problème-là. Si vous mettez une vitesse plus petite que epsilon, racine de epsilon, c'est le cas précédent. C'est comme si vous aviez 1 ici, et puis sur le problème limite, de faire tendre la viscosité vers 0. Donc on découpe les deux limites. L'autre point, c'est... et donc il y a une vitesse critique qui est entre les deux et qui se trouve epsilon. Alors, d'où ça vient, le fait que ce soit epsilon? Parce qu'après tout, ça aurait pu être epsilon carré. C'est, rappelez-vous, du zoom. Le zoom, la correction, c'était en epsilon v de x sur epsilon. Okay. Et donc, vous voyez que sur une équation en h de, ça c'est v epsilon, h de dv epsilon, c'est h de dv. Donc ça, c'est d'ordre 1. Et que justement, le epsilon laplacien v epsilon, dans ce cas-là, il est aussi d'ordre 1. Ça devient un moins laplacien de v de x sur epsilon. Donc c'est ça qui fait que le problème zoomé, le problème critique que je regardais, eh bien, il va avoir du h et il va avoir du laplacien. Donc, ce cadre de figure conduit à des problèmes ergodiques, enfin ces problèmes de correcteur, ce V dont je parlais, dans lequel on va être entre les équations de Hamilton-Jacobi et le cadre complètement non linéaire, puisqu'on garde les deux à la fois. Donc déjà, au niveau de l'épaississement, du passage du multi-D au 1D, on a trois régimes différents. Le cadre uniformément elliptique que j'ai réglé, le cadre purement Hamilton-Jacobi sur lequel je vais vous dire où on en est, et le cadre intermédiaire qui est en difficulté et moindre que le cadre de Hamilton-Jacobi parce qu'il y a un peu de laplacien au niveau du correcteur. Après, de tout mettre bout à bout, c'est à peu près, les difficultés sont du même niveau que dans l'autre cas. Et avant que je reprenne ce que j'étais en train de dire sur le catalogue et les premières observations, c'est qu'il y a en fait un dernier problème de régularisation qui correspond à rajouter un moins delta laplacien u epsilon, y compris un delta qui est un epsilon à une puissance θ, θ plus petit que 1. Mais ça, c'est une remarque pour bien comprendre que cette échelle est critique. C'est de prendre cette équation. Et donc, ce que l'on va récupérer, parce que c'est du même niveau, c'est un cas du deuxième ordre, donc on l'a traité. Quand on fait tendre epsilon vers 0, on va donc récupérer un moins delta d2u epsilon sur dxi carré. Il n'y a plus de dxi carré. Plus hi de xi du sur dxi plus u égale à 0 sur la zone xi négatif. C'est le cas qu'on a traité jusqu'à présent.
avec une condition en 0 plus condition aux limites en 0 de type Kirchhoff non linéaire, qui va donc être que C de du sur dx1 et dans ce cas-là, comme on a un Laplacien et que les termes d'ordre 1 ne comptent pas, cette condition de Kirchhoff, ça va être la condition linéaire puisqu'on n'a que du Laplacien. Donc, de manière générale, on aurait du sur dxk. Si c'est l'opérateur moins Laplacien, ici, ça donne la relation de Kirchhoff, comme en électrostatique, la somme de du sur dxi égale à 0. Et donc, l'autre question que l'on a assez naturellement à se poser, donc la régularisation, je l'ai jetée en disant c'est un cas particulier de ceci. On a cet épaississement avec deux possibilités de conditions aux limites, et on a sur une jonction où il n'y a plus d'épaisseur, parce qu'on a déjà fait un passage à la limite sur la jonction, pour récupérer ce caractère idéalisé unidimensionnel, eh bien, la dimension 1, ça n'existe jamais, hein, donc c'est toujours une idéalisation, la dimension 1. Enfin, ça n'existe jamais dans des circonstances physiques. C'est du sur dx1, du sur dxa, on récupère une certaine condition aux limites. Et la question qui se pose, c'est méthode de viscosité évanescente. On a un niveau de viscosité qui est delta, c'est de faire tendre delta vers 0. Donc ça, ce sont quelques exemples, toutes non, mais quelques exemples d'approximation naturelle de ce problème idéalisé qui est le problème de jonction. Donc, ce cas-là, si on sait faire ça, et comme on a compris le deuxième ordre, ça ne pose pas de problème. Donc, je le mets entre parenthèses, et on a méthode de viscosité, épaississement, avec éventuellement régularisation. Bon, je ne vous cacherai pas, là je fais en plus des trucs en dimension 1, vous avez les problèmes dépendants du temps, vous avez les caractères multidimensionnels. Est-ce qu'on sait tout là-dessus? Non. La réponse est non. Il y a plein de problèmes ouverts qui subsistent. Donc avant de parler de où on en est et de la manière dont les choses, dans la manière dont je pense comprendre les choses, je voudrais continuer mon histoire de catalogue en disant que dans le cas uniformément elliptique, d'ailleurs y compris dans le cas intermédiaire, on sait résoudre pour un C quelconque. Mais la question, donc maintenant on est sur une demi-droite, donc x négatif ou nul. Donc encore une remarque. La question que je pose est la suivante. J'ai un h de x de du sur dx plus u égale à 0. H de x et de tout est continu. H de x et de z tend vers l'infini. Si z tend vers l'infini, et je vais mettre uniformément en x, à nouveau, c'est ce qui se passe en 0 qui compte. Et puis, des comportements qui sont agréables à l'infini. Donc, je vais pas préciser, je vais dire pas de problème en moins l'infini. Du style, h tend vers une constante à l'infini, h de x et de 0 tend vers une constante à l'infini. Et donc, u tend vers moins cette constante. Évidemment, le problème est en 0. Mais en tout cas, on a un comportement fixé en moins l'infini. Exemple, ux carré plus u égale à 0. Voilà. Un exemple d'équation. Alors, évidemment, je prends cet exemple parce qu'on voit tout de suite que si ux carré étant positif, de toute façon, h tendant vers plus l'infini est minoré. Ça, c'est toujours vrai. Si x carré est positif,
Ça entraîne que U est négatif, et donc U de 0, bien, il va être automatiquement négatif. Donc cela veut dire que l'on ne peut pas résoudre pour n'importe quel C, et que, bien entendu, il y a des contraintes sur les valeurs en 0 possibles. Ça, c'est l'aspect équation du premier ordre, penser aux caractéristiques, etc., etc. Et donc, la question est quel est l'ensemble des C tel qu'il existe une unique solution de viscosité, solution U, telle que, disons continue, telle que U de 0 soit égal à C. Donc, à convexe, comme dans ce cas-là, il était connu depuis longtemps que cet ensemble est donné par un intervalle, donc si H est convexe en Z, c'est donné par un intervalle qui est de la forme moins l'infini C0 inclus, et que C0 correspond à la valeur en 0, où U bar est la solution correspondant aux contraintes d'état. Solution maximale. Donc là, vous voyez déjà un premier gros changement par rapport au cas du second ordre, c'est qu'on ne peut pas prescrire comme on veut, n'importe comment, la valeur en 0. Totalement classique, évident sur cet exemple. Dans le cas de la convexité, en fait, quand H tend vers l'infini, la difficulté, c'est que l'ensemble des C pour qu'il y ait une solution, c'est aussi l'ensemble des C pour qu'il y ait une sous-solution avec vérifiant U de 0 égale à C. Donc la difficulté, comme H tend vers plus l'infini, la seule difficulté qui peut se produire, c'est qu'on décroche de la valeur en 0. On avait vu des exemples les autres années. Donc le décrochage vers le bas en 0. Et dans le cas convexe, on sait que ça ne décroche pas sur un intervalle. En fait, à cause de ces problèmes de jonction, on a été obligé de regarder ça d'un peu plus près, et on s'est rendu compte que ce résultat-là, il est toujours vrai, et ça ne nécessite pas la convexité. Okay. Et donc, en fait, c'est toujours vrai. La seule... la petite remarque qui permet de comprendre comment ceci marche. Donc, je trace l'axe des valeurs ici en C. On a C0, on sait que c'est atteint, c'est la solution maximale, il n'y a rien au-dessus. Donc, la difficulté, c'est de savoir s'il y a un intervalle. Est-ce qu'il n'y a pas de trou dans l'intervalle? Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'assure quand il n'y a pas de solution. Et là, ça marche. Et là, ce dont on veut être sûr, c'est qu'il y a toujours des solutions au-dessus. Okay. Et en fait, il peut y avoir un petit souci, d'intervalle, mais l'idée est vraiment de se servir de la méthode de Perron ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas lumineux. C'est de se servir de l'argument qui permet d'être sûr que la plus grande des sous-solutions est en fait une sursolution. Donc on dit en C1. Ce qu'on va dire, c'est qu'on va reprendre l'argument de Ferron, on va dire j'ai une fonction de test telle que UC1, la solution qui correspond à C1, je suppose que j'ai une solution ici, et ce que je veux démontrer, c'est que j'ai un petit intervalle sur lequel j'ai toujours des solutions, si C1 est plus petit que C0. Donc je regarde UC1 moins phi. C1 étant plus petit que C0, ce n'est pas la contrainte, c'est pas la solution de contrainte d'état.
Donc je sais qu'il existe un phi tel que UC1 moins phi est un minimum en 0, et que h de 0 de dφ sur dx en 0 plus C1, puisque c'est de C1 dont il s'agit, n'est pas positif ou nul, puisque sinon, ça voudrait dire que c'est contrainte d'état. Et donc, c'est strictement négatif. Alors, l'argument que l'on fait toujours permet, ça permet de construire, c'est-à-dire qu'on a un peu d'espace sur phi, on peut faire des petites perturbations et on peut le faire de manière continue en zéro. Donc ça, cela va entraîner, par l'argument de la méthode de Perron, cela va entraîner que l'on peut trouver des phi epsilon, qu'il existe epsilon 0, et qu'il existe phi epsilon pour epsilon entre 0 et epsilon 0, tel que l'on ait une sous-solution h de x de dφ sur dx, oui, et pas simplement en 0, ensuite on le fait globalement en faisant un patch, donc phi étant dérivable en 0. Eh bien, on sait trouver phi epsilon qui est également C1 dérivable en 0, tel que h de x de phi epsilon sur dx plus C0 plus epsilon, soit négatif ou nul. En d'autres manières, on a un peu de marge et de l'inégalité en 0 ou près de 0, on sait construire une sous-solution. Ça, c'est la méthode de Perron. C'est exactement ce qu'on fait lorsqu'on n'est pas au bord, mais qu'on soit au bord ou pas, ça ne change rien. On ne voit pas la géométrie d'une boule ou d'une demi-boule quand on fait cet argument-là. Et donc, cela entraîne qu'effectivement, sur cette zone-là, on a une sous-solution, et donc cela entraîne qu'il existe une solution sur C0, sur C1 plus epsilon 0. Et donc, en tout point, on a un petit intervalle au-dessus où on a encore des solutions. Ça veut dire que l'ensemble des C pour lesquels il y a une solution est effectivement une demi-droite qui va jusqu'à C0. Donc, on n'a pas besoin de la convexité. Et c'est la méthode de Perron qui nous l'assure. Bon, là, il y a déjà un argument, mais il me reste 20 minutes. Ça, il faudrait le développer, mais je vous ai donné vraiment l'essentiel de l'histoire. Il y a des... ceci n'est pas qu'une histoire purement unidimensionnelle, en principe, mais la description est beaucoup plus compliquée. Ce qui reste vrai, c'est le fait qu'il n'y ait pas de trou. Mais quand on est dans des questions multidimensionnelles, ce n'est pas juste une valeur, c'est une fonction. Et il y a des compatibilités entre les différentes valeurs de la fonction au bord. Et ça, c'est pas facilement... Dans le cas convexe, c'est un ensemble convexe de données au bord qui est admissible. Dans le cas non convexe, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'on a le même principe. C'est-à-dire que si on a une solution et qu'en ce point-là, parce que ça peut vérifier les contraintes, ça peut toucher, ça peut être maximal de manière en multidimension, sans être la solution contrainte d'état. Ça peut être contrainte d'état sur une partie du bord. Donc ça, je le dis oralement, et même en un point. Et donc, si ce n'est pas contrainte d'état en un point, tout ceci, il faut lui donner un sens précis au sens des solutions de viscosité, alors on a un continuum par-dessus
de solution au-dessus de cette condition au bord. Donc, en d'autres termes, vous avez une condition au bord, vous prenez un point. Si en ce point-là, ce n'est pas contrainte d'état, on peut pousser vers le haut. Bien. Et c'est cette démonstration, rien d'autre. OK. Donc, ce catalogue, déjà, nous dit il y a un truc qui vient perturber notre histoire précédente, c'est le C0. Ensuite, on voit, et on le voit ici, que si on veut faire un catalogue qui ait un peu plus de chances d'être constructif et d'être cohérent avec ces différentes méthodes d'approximation du problème idéalisé, s'il y a quelque chose, ça doit ressembler à des relations de Kirchhoff ou de Kirchhoff non linéaires. Bon. Avec éventuellement aussi le fait que flottent ces questions de contraintes d'état. Donc il y a des aspects contraintes d'état, il y a des aspects Kirchhoff et Kirchhoff non linéaires, c'est-à-dire la fonction C de tout à l'heure, c'est une relation de Kirchhoff non linéaire. Bien. Alors, comment aborder ces différentes questions? Une première question que l'on peut se poser, c'est se débarrasser de la solution extrémale. Donc, ce qui est facile, c'est de se débarrasser de cette solution extrémale. Quel est l'analogue des contraintes d'état? Dans ce catalogue, j'ai une seule équation, j'ai un C0. Vous remarquerez au passage que maintenant, si je passe aux jonctions, donc K, j'ai a priori C0I pour I variant de 1 à K. Et je sais que pour chacune des I équations, je peux trouver une solution sur la demi-droite, sur chacune des demi-droites. Je peux trouver une fonction qui vaut C si C est plus petit que C0I. Et donc, ça veut dire que pour la jonction, si je veux U de 0 égale à C pour la jonction K, eh bien, ceci avec U continu, ça doit être équivalent à dire que C est plus petit ou égal, est inférieur ou égal au minimum de C0I. Puisque pour avoir une solution, il faut être en dessous de C0I pour la ième équation. Donc si je veux une solution sur les K équations, ça doit être plus petit que le minimum. Et on ne peut pas faire mieux. Donc la valeur C égale minimum de C0I, c'est la solution maximale. Puisque quand je parle de catalogue comme ceci, j'aurais dû dire auparavant que U est croissant en C. C'est le principe du maximum pour les solutions de viscosité. C'est-à-dire que lorsque je résous ceci avec U0 égale à C, lorsque C augmente, la solution augmente. Donc clairement, ça, c'est la solution maximale. Est-ce qu'on peut la caractériser? La réponse va être évidemment oui. Quel rapport avec les histoires de contraintes d'état, etc. Donc c'est ce dont je vais me débarrasser avec une proposition. Bon, c'est un théorème, mais bon, je veux insister sur la proposition pour montrer que là, c'est facile. C'est un théorème facile. Au fond, c'est ça, la définition d'une proposition, c'est un théorème facile.
Donc, alors qu'un lemme, c'est en général un théorème difficile, contrairement à ce qu'on indique par lemme, mais qui ne sert qu'à démontrer un théorème. Donc, c'est ça. C'est un théorème difficile qui ne sert qu'à démontrer un théorème, un autre théorème. Enfin, on a des usages particuliers. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, une proposition. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais enfin bon, bref. Parce que je fatigue. Proposition, c'est de dire la chose suivante. C'est qu'il existe une unique solution Lipschitz. Alors, de manière globale, quand je parlerai de Lipschitzien et que je parle de jonction, il s'agit bien sûr de dire que c'est Lipschitz sur chacune des branches et que ça se raccorde continuellement en zéro. Le caractère lipschitzien par opposition à la continuité est une trivialité puisque dès que je sais que U est borné, H est borné, si H est borné, du sur dx est borné. Donc il existe une unique solution lipschitzienne, solution des K-équations. Donc des K-équations sur chacune des demi-droites, telle que l'on ait la propriété suivante en zéro, U soit sur-solution en le sens suivant. Donc ça, je vais l'écrire ici. Ça voudra dire que quel que soit phi1 de classe C1. Alors, même chose, qu'est-ce que ça veut dire de classe C1? Donc là, il faut faire bien attention à ce point-là. C'est de dire que j'ai mes jonctions. Ici, j'ai mes droites x1, x2, etc., x3. C1, ça veut dire que phi est C1 sur chacune des droites xi négatif ou nul. Donc, en d'autres termes, que ça a une dérivée à gauche en 0 et que cette dérivée à gauche est la limite des dérivées en les xi négatifs. Je ne demande pas à ce qu'il y ait la moindre relation entre les dérivées de phi sur chacune de ces demi-droites. Et que quand j'écris un dessin comme ceci, on a envie de dire que x2, c'est plus ou moins x1 plus x3 sur 2, enfin la direction x2. Non, on a trois systèmes de coordonnées différents. Ce sont des coordonnées intrinsèques pour chacune des droites. À l'opposé d'ici, où j'ai un jeu de variables multidimensionnelles et qu'éventuellement il y a des rapports entre les variables. Là, il y a une géométrie. Si ça, c'est en R2, et on peut se dire que cette direction-là, c'est grosso modo la demi-somme des deux autres directions, moins la demi-somme des deux autres directions, en gros. Hein, ça a du sens, donc ça entraîne des choses sur les combinaisons des dérivées, etc. etc. Mais c'est parce qu'on a un vrai problème multidimensionnel. Sur le problème limite idéalisé, on n'a plus que trois droites qui, avec des directions qui sont ce qu'elles sont. J'écris des équations par rapport aux coordonnées, à des coordonnées intrinsèques sur ces droites. Ce sont des droites, donc coordonnées intrinsèques, c'est simple. Et toute la géométrie éventuellement multidimensionnelle, elle doit être reflétée parce que l'on impose en zéro. Bien. Ici, je regarde la solution la plus simple, qui est la solution maximale. Donc en zéro, on va tester ça avec des fonctions assez simples, donc, qui sont C1 et toutes les par rapport à chacun des xi négatifs ou nuls, et qui sont continues. Bien entendu en zéro, c'est les valeurs se recollent. On va dire que U est U moins phi à un minimum en 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un minimum en 0? Minimum local en 0. En fait, on est en train de parler d'un ensemble qui est cet ensemble fermé, la réunion
de ces trois demi-droites et de dire que j'ai des fonctions qui sont continues, c'est un espace qui a une métrique naturelle, induite par la métrique euclidienne. Donc, la notion de continuité, ou d'ailleurs Lipschitz, ça a parfaitement un sens. Et quand je prends le minimum local, c'est le minimum par rapport à cette jonction que j'appelle sigma. Minimum en local en 0 sur sigma. D'accord? Et je demande, ça c'est les fonctions test, et je demande qu'à ce moment-là, le maximum des HI, on est en 0, chacun des XI vaut 0. Sur la demi-droite, ce que l'on voit comme dérivée, c'est des phi sur des XI en 0. Et des phi sur des XI plus U de 0 est positif ou nul. Donc, c'est comme des contraintes d'état, à ceci près qu'on se permet de prendre le meilleur des Hamiltoniens. Bien. Alors, en termes de fonctions test, paradoxalement, ceci est équivalent à prendre des fonctions qui sont dans C1 de R à la puissance K, c'est-à-dire que maintenant, je peux considérer que mes K coordonnées intrinsèques, c'est en fait les K coordonnées d'un point dans RK, et se rendre compte que la régularité que l'on a ici, eh bien, on peut la traduire en une régularité sur une fonction C1 dans RK, auquel cas, ce que l'on a ici, c'est, on dit que U moins phi a un minimum local sur sigma qui est plongé dans RK. Et donc, ce plongement dans RK, ça veut dire que si vous prenez une jonction 2, ça c'est X1 et ça c'est X2. Et puis, si je suis en dimension 3, ça c'est X3. C'est donc, d'une certaine manière, de dire que je prends toutes les demi-droites orthogonales entre elles, et avec autant de dimensions qu'il y en a. C'est ce qui est sous-tendu lorsque je fais ceci. Donc, et ensuite, c'est un minimum local sur un sous-espace qui est en fait l'ensemble des axes de coordonnées. C'est ça le sigma. Vous me direz, mais on a changé la géométrie. Oui, c'est pas grave. Parce que la géométrie, de toute façon, ce que on a commencé à voir dans le cas du deuxième ordre, on ne va la retrouver que dans la condition aux limites en 0. Toute la géométrie de la jonction, quels étaient les angles et tout, etc., normalement, c'est ça qui doit donner la condition en 0. Une fois qu'on a la condition en 0, eh bien, à ce moment-là, on a un certain couplage au niveau de la solution entre les valeurs, et la manière dont on met les droites n'a plus aucune importance. Donc ça, c'était quelque chose qui était extrêmement choquant dans la littérature sur les jonctions, c'est qu'une fois qu'on avait regardé les choses, en fait, la géométrie, les angles ne comptaient plus. Parce qu'en fait, tout ça, c'est contenu en amont, c'est dans la détermination des conditions aux limites. Bien. Donc, minimum local, donc équivalence très simple entre ces observations. Et évidemment, le défi sur dxi, ça devient une vraie dérivée partielle, et c'est en le point 0, 0, etc. Et il n'y a pas plus de fonctions, parce qu'à la fin, une fonction C1, c'est une fonction linéaire, à des petits restes près. Et une fonction linéaire, vous avez Px1, P2x2, et donc vous avez en fait k valeurs qui sont ces k dérivées partielles. Et donc de dire que c'est C1 uniquement dans cette direction ou dans RK, c'est la même chose. Bien.
Alors, l'existence, ben, c'est la méthode de Perron. Oui, et de plus, U de 0 est égal au minimum sur I des C0I. C'est-à-dire que c'est la solution du problème de contrainte d'état pour l'une des branches. Ce qui veut donc dire que si on avait du contrôle optimal, on a une trajectoire optimale qui reste dans cette branche-là. Bon, ça, c'est assez naturel, parce que si vous partez de 0, intuitivement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une trajectoire optimale, si on fait du calcul des variations, qui part dans l'une des branches. Et c'est la branche qui est choisie qui donne le minimum. Et c'est aussi pour ça, en disant qu'il y a une branche qui va faire le boulot, que ici vous avez le max. Voilà. Donc ceci est cohérent. Démonstration, ben c'est essentiellement la démonstration standard du problème de contrainte d'état. Donc, démonstration, vous utilisez la méthode de Sonner pour les problèmes de contrainte d'état. Sur chacune des demi-droites xi négatif ou nul. Parce que vous savez que si vous avez une sur et une sous-solution, sur en ce sens-là et sous-solution quelconque, en ne prescrivant rien en zéro, ça c'est pour l'unicité, eh bien, vous savez que le maximum de la différence va être atteint en zéro, donc vous regardez demi-droite par demi-droite et vous obtenez des informations. Et si systématiquement, dans une de ces demi-droites, aucun des points ne voit zéro, c'est fini parce qu'on n'a pas vu zéro, donc c'est trivial. Et donc la seule difficulté, c'est quand systématiquement, la démonstration de Sonner repousse le point de maximum pour la sous-solution à l'intérieur, en laissant libre le point de maximum pour la sursolution. Bien, si ce point-là est en zéro, si pour l'une des branches, le point n'est pas en zéro, c'est fini. S'il est pour toutes les branches en zéro, on se sert de cette condition globale et on conclut. Donc, rien de très difficile, parce que comme on a repoussé tous les points de maximum pour la sous-solution, on va savoir que tous les HI pour la sous-solution sont négatifs ou nuls. Et eh bien, il suffit d'avoir, donc pour le max, c'est aussi négatif ou nul, et donc on conclura comme d'habitude. Donc c'est vraiment la démonstration de Sonner avec une observation sur ce tri entre les branches jusqu'à ce qu'on ait la bonne. Donc très simple. Eh bien, la question d'après, c'est quid? Alors, est-ce que ça, on le retrouve dans un certain procédé dans des procédés d'approximation? La réponse est oui. Typiquement, lorsqu'on passe du multi-D à un D, plus hypothèse un peu technique, sur laquelle on a d'ailleurs progressé, et qu'on met des contraintes d'état sur le bord, la limite quand epsilon tend vers 0 a tendance à choisir cette solution maximale. Lorsqu'on fait de la régularisation aussi, si on a une jonction 2. En revanche, si l'on fait la méthode de viscosité évanescente, ça ne choisit la solution maximale qu'avec des conditions supplémentaires que je n'ai pas le temps de décrire. Donc, on a bien vu que dans le cas du deuxième ordre, ce qui était plus intéressant, et probablement plus général, c'est les conditions de Kerckhoff non linéaires. Alors, sur les conditions de Kerckhoff non linéaires et le rapport avec la limite quand la viscosité tend vers 0. Donc, si on regarde la question moins laplacien d2u delta sur dxi carré, par exemple,
Il y a aussi d'autres approximations que je n'ai pas mentionnées qui seraient des schémas aux différences finies monotones sur chacune des demi-droites. Donc vous faites un schéma aux différences finies sur chacun des demi-droites. Il va falloir les coupler et savoir en fonction du couplage quelle solution vous créez. Surtout si vous voulez faire des calculs, il va bien falloir affronter cette question-là. Donc ça fait partie. C'est de la même façon que... mais c'est du même tonneau que la méthode de viscosité évanescente. Hein. C'est le même genre de difficulté. En fait, on s'est rendu compte que même les schémas de différence finie permettaient de résoudre un certain nombre de points techniques en passant par l'approximation par schéma pour éviter des choses qu'on ne sait pas faire autrement. Donc, si maintenant j'écris ceci, et donc je vais vous dire rapidement ce que l'on sait. Pour l'épaississement général, on en est encore au balbutiement. Donc je ne vais pas en parler, je vais conclure avec ça. Eh bien, si on regarde ceci, on a que formellement, quand delta tend vers 0, si on a une estimation uniforme, on peut la récupérer sans trop de difficultés, avec des difficultés, mais sans trop de difficultés. On peut obtenir des estimations de Lipschitz, ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, mais enfin bon, peu importe. U delta, on peut supposer que ça tend vers U, et donc ça, c'est sur chacune des branches xi tend vers 0, à condition, bien sûr, que l'on ait imposé une condition limite qui est typiquement, ce que vous voulez, c'est un Kirchhoff non linéaire, c'est-à-dire un C de D sur dx1, etc., du sur dxk, qui peut être, où C est strictement croissant, par exemple, la somme de du sur dxi. Alors, quand on fait des passages limites, on a l'habitude pour les solutions de viscosité. Bien, par passage limite, on garde les équations à ceci près qu'en un point, les limites peuvent venir de tous les côtés. Quand on est à l'intérieur des cas demi-droite, ben, il n'y a aucun souci, on n'aura que les hi de xi et du sur dxi. Donc, quand je dis u delta, c'est... il existe une sous-suite. Hein. Tant qu'on n'a pas caractérisé la limite, on ne sait pas si toute la famille converge. Donc, plus U est égal à 0 sur les xi négatifs. Bon, U de 0, j'en ai absolument aucune idée. Mais ce qui est certain, c'est que l'on va avoir que, je vais l'écrire par exemple pour les sous-solutions et pour sur-solution relaxée en 0. Donc c'est Kirchhoff relaxé en 0. En d'autres termes, je vais le faire pour sur-solution, pour être cohérent avec ceci. Si je prends toujours pour la même classe de fonction de test, U moins phi, minimum local, toujours par sur sigma, en 0, eh bien, on va demander à ce que le maximum soit positif ou nul. Le maximum de quoi? Bien de ce que j'ai noté précédemment. Mais il y a maintenant la condition limite qui va jouer, et on va demander ça sur les sûrs, mais aussi sur les sous-solutions à un point de maximum local. On aura la même expression avec un minimum. Et ici, ce que vous avez, c'est C dφ sur dx1, dφ sur dx1. Bien. Et donc, inévitablement, on se pose la question de est-ce qu'il y a une solution unique de cette question-là? Je ne connais pas la réponse. Je ne connais pas la réponse, sauf dans un cas particulier. Donc, ça découle à la base de considération générale de Monod et Humbert dans le cas convexe. On a d'ailleurs donné avec ce genre d'idée des démonstrations très simples. Il y a des extensions multidimensionnelles dans cet article que je mentionnais ou avec Guy Barle et les autres.
Mais dans le cas non convexe, je ne connais pas la réponse générale. Je pense que c'est correct. En tout cas, je sais que c'est vrai si les HI n'ont pas de plat en dehors du point de minimum. Donc HI de 0 et de Z n'a pas de partie plate. Donc, en d'autres termes, ça peut osciller comme vous voulez, mais ce que vous ne voulez pas, c'est qu'il y ait un plat. Bon, c'est purement technique. Je suis, en se servant de l'idée que l'on avait, qui est en fait des idées de continuum, je pense qu'on sait aussi gérer les parties plates. Mais je ne l'ai pas entièrement vérifié. Il y a des lim sub, des lim inf, c'est un peu pénible. Donc, je suis... donc là, j'en suis sûr. L'autre, je l'ai fait une fois, donc je pense que c'est correct. Mais tant que ce n'est pas écrit, je préfère pas vous donner vous dire des bêtises. Donc, pas de partie plate, donc unicité de la solution, mais qui se sert en fait de ce qu'on on mettait dans la démonstration pour dire que toute la suite converge. On se servait d'un argument de continuum. Et l'unicité sort très très simplement de continuum. Dans le cas convexe, les choses sont extrêmement simples, en tout cas en dimension 1, sont extrêmement simples de par la géométrie. Dans une fonction convexe, la manière, si on décroît, on est automatiquement dans la branche gauche. Si on croît, on est automatiquement dans la branche droite. Quand vous avez plein de sauts comme ça, c'est plus compliqué. Et d'ailleurs, ce n'est pas la bonne manière de réfléchir dans le cadre non convexe. Donc, quoi qu'il en soit, effectivement, Kirchhoff non linéaire, oui, avec déjà des limites. Donc, il y a des situations, par exemple, la situation qui dépend du temps avec un Hamiltonien qui dépend du temps. On sait qu'il y a une unique solution. On sait qu'elle vérifie la bonne condition de Kirchhoff. Est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est l'unique solution qui vérifie ceci? Probablement. On ne sait pas. En tout cas, je ne connais pas la réponse au jour d'aujourd'hui. Je pense que c'est vrai, mais bon. Mais en fait, je ne réfléchis pas du tout à cela, parce que ça me paraît intéressant, mais finalement plus technique qu'autre chose. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le programme de la détermination sur les C. C'est-à-dire comment construire le C, comment résoudre le problème, l'analogue pour Hamilton-Jacobi du problème dont je vous ai entretenu dans le cas du deuxième ordre. Il faut le formuler de manière un peu différente. Le changement d'échelle vous dit que vous avez des HI, donc il y a un certain nombre de changements qui se produisent. Il faut faire attention à ces changements. Mais on aura toujours le même problème, la même question, qui est une certaine équation. Éventuellement, maintenant, il y a des constantes. Et c'est de trouver une fonction qui est linéaire à l'infini. Donc les constantes, on les connaît. Ce n'est pas le problème des constantes. Qui est linéaire à l'infini. Et en fait, c'est la même complexité que lorsqu'on veut faire en homogénéisation périodique des corrections pour des côtés non périodiques. On sait que les signes ont leur importance, on sait qu'ils comment dire, on sait que la perturbation doit décroître suffisamment vite, qu'elle doit avoir un signe, etc. Là, comme il n'y a pas de signe, je ne sais pas. Donc, on sait aussi que lorsqu'on sait faire les perturbations, essentiellement, on a des fonctions qui, dans le cas qui nous occupe, seraient linéaires, pas asymptotiquement linéaires, exactement linéaires à l'infini. On ne les change pas à l'infini, parce que les caractéristiques n'ont pas le temps, vont partir à l'infini et donc ne vont pas aller là où il y a le bazar. Mais le bazar, il n'a pas de signe. Donc, je ne suis pas... pour l'instant, je n'ai pas de résultat d'existence.
La difficulté, c'est beaucoup plus l'existence que l'unicité. Je n'ai pas de résultat d'existence et je ne suis pas convaincu que l'objet existe toujours. Je ne sais pas. En revanche, je pense qu'il y a une unique constante, une condition limite effective, qui sort, mais qui va être décrite de manière approximative. C'est-à-dire que pour que quelque chose, lorsqu'on tronque le problème, ne se passe pas trop mal, qu'on garde des bornes, qu'on garde un certain nombre d'informations, ça caractérise le C. De la même façon qu'en homogénéisation, par exemple stochastique, on n'a pas de correcteur, mais on a des sortes de correcteurs approchés. Donc, et qui caractérisent l'équation effective. Donc je pense que là, peut-être la solution de repli, si on n'arrive pas à démontrer qu'il existe un V pour le problème de détermination des conditions à limite effective, ça sera de dire j'ai des conditions avec un certain nombre de restrictions sur mes VR. Ce qui est assez cohérent avec le fait que finalement, quand on fait le patch pour démontrer la convergence, on se sert de ces VR-là, on se sert des fonctions tronquées. Donc il y a peut-être un petit espoir. Mais on n'a plus Harnack, on a le principe du maximum, donc on voit bien que les démonstrations précédentes s'effondrent. Donc il va falloir faire ça beaucoup plus à la main. Et c'est une question qui me tarabuste en ce moment, donc avec quelques autres questions, aussi avec celle-là. Mais le problème, c'est que la définition d'un chercheur, c'est de sécher en permanence, et avec 30 secondes de surprise heureuse quand une question se débloque, et puis une satisfaction intense qui varie suivant les égos et l'âge du capitaine, entre quelques minutes, quelques jours. Il y en a qui ne redescendent jamais. Bon, enfin, ils sont foutus. Mais donc, et immédiatement, on se rend compte de tout ce qui reste à comprendre, sans oublier tous les autres problèmes où on ne connaît pas les réponses. Ça paraît une vie entière de frustration. Non, parce que c'est tellement bon quand ça marche. Mais en fait, c'est pas un sentiment d'échec de ne pas arriver à faire. Donc c'est très paradoxal. On pourrait se dire, bah, on n'y arrive pas, qu'est-ce que c'est dur. Oui, mais ce n'est pas un exercice de top où on n'a pas trouvé l'astuce, on se casse la tête sur une solution qu'on ne trouve pas. On sent qu'il y a des choses à comprendre. C'est la curiosité qui est en action et c'est en fait très rigolo. Bon, ben, sur ce, j'arrête là le cours, épuisé, et on reprendra l'an prochain avec de nouveaux sujets ou pas. J'en sais rien, comme vous l'avez compris, en général, en septembre, je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je ferai au mois d'octobre, alors que je vous dise maintenant ce que je ferai l'an prochain, serait un mensonge éhonté. Bien écoutez, merci beaucoup de m'avoir tenu compagnie. Séminaire dans quelques instants. L'orateur vient d'arriver. Tu me laisses souffler 5 minutes et on y va. Merci, à l'année prochaine.